Ce vidéo démontre comment faire une analyse de risque avec COBIT 5 en utilisant les scénarios de risque génériques et les indicateurs de risque génériques qui sont disponibles tels qu'on les voit dans la formation. Donc d'abord, la première chose, il faut ouvrir le chiffrier électronique. Donc vous avez un lien qui vous a été envoyé et à partir de cette vidéo-là, vous avez la possibilité d'utiliser une version Google Docs ou c'est aussi possible de le télécharger. Donc, en allant dans l'option Fichier télécharger au format Microsoft Excel, et à ce moment-là, vous pourrez modifier le document donc avec Microsoft Excel. Mais actuellement, donc pour utiliser la démonstration, d'abord, on va aller dans le scénario de risque et on va dupliquer le chiffrier, donc la feuille de travail du chiffrier, pour être en mesure de fonctionner avec une version sans endommager donc le fichier original. Donc, évidemment, ici, c'est une approche bottom-up. Donc, à partir des scénarios génériques de COBIT 5 for Risk, les scénarios ont été donc créés à partir des scénarios qui sont disponibles. On a effectué une rencontre, soit style focus group ou brainstorming avec les membres du comité. Donc, on parle ici du comité de projet, c'est-à-dire les gens qui vont faire partie de votre échantillon pour évaluer les scénarios de risque. Les scénarios ont déjà été créés et on arrive au moment où on va se créer un indicateur de risque. Donc, à partir de la première chose à faire à partir des scénarios, c'est d'évaluer la probabilité. Donc, ça, c'est un exercice qui pourra se faire dans une approche qualitative ou quantitative. Quantitative seulement si on dispose de données probantes. Ici, on n'a pas de données probantes. Donc, on va utiliser les scénarios, à partir des scénarios de risque. Dans les rencontres, on va faire évaluer par les participants les différents aspects, les différentes métriques. Et on va obtenir un consensus dans le cadre d'une réunion de groupe, donc tel que ça a été vu déjà dans la formation. Donc, une fois qu'on a obtenu les données, donc c'est ces données-là qu'on va utiliser ici. Donc, dans la colonne B, il s'agit d'évaluer pour chacun des scénarios la probabilité d'évaluation, d'évaluer la probabilité de réalisation de l'aléa qui est identifié dans le scénario. Donc, on va utiliser des données ici comme si on l'avait fait. Donc, par exemple, 0.5. Donc, c'est des valeurs de 0 à 1 selon les échelles de mesure qui sont utilisées et qui ont été mises à votre disposition dans le cadre de la formation. Donc, on va dire qu'on a fait les rencontres et qu'on a évalué ces différents scénarios. Donc, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.4, 0.5, 0.4, 0.5, 0.2, 0.5. Donc, ça correspond en termes de probabilité, 0.5, c'est 50%. Donc, c'est à moitié de l'échelle. La deuxième colonne, la colonne E, c'est la probabilité que la vulnérabilité soit présente. Donc, on a dit dans la formation qu'il s'agissait d'une valeur soit de 0 ou de 1, c'est-à-dire la vulnérabilité, elle existe ou elle n'existe pas. Comme il y a une relation entre le risque, comme le risque est fonction de l'existence d'un aléa pour lequel il y a une vulnérabilité qui peut être exploitée et dont le résultat est un dommage, si la vulnérabilité n'existe pas, à ce moment-là, il n'y a pas de risque. La colonne F, c'est la probabilité que l'aléa exploite la vulnérabilité. Donc, encore ici, en l'absence de données probantes, c'est une évaluation qui est faite dans le cadre du comité. Donc, disons qu'on va mettre des données ici qui vont nous permettre de débuter. Donc, encore ici, les données sont le résultat du consensus. Donc, dans le cadre de l'exercice que je fais là, de la démonstration que je fais ici, j'utilise des données que j'ai créées moi-même. Évidemment, dans le cadre d'un exercice, dans le cadre d'une situation plutôt réelle d'entreprise,
on utiliserait des données réelles. La colonne G, c'est les dommages dans la situation la plus probable, donc les dommages estimés résultant de l'exploitation de la vulnérabilité par l'impact. Donc, disons un dommage moyen, un dommage un peu plus faible, un dommage un peu plus élevé. On va compléter les données ici pour pouvoir vous faire la démonstration. Voilà. Dans la colonne H, maintenant, ce sont les dommages maximaux. Donc, les données du dommage maximal devraient toujours être égales ou supérieures au dommage estimé. Donc, mais généralement, évidemment, il serait plutôt supérieur. Donc, on va mettre des données ici. Oh, petite erreur. Toujours des données positives. « 0,5, 0,6, 7 et 0,8. » Voilà. Finalement, la colonne I, donc, c'est la résilience. Donc, encore ici, c'est une résilience qui va être évaluée dans le cadre des rencontres. Et c'est spécifique à chacun des scénarios. Mais ici, comme c'est tous des scénarios qui portent sur le même actif informationnel, je vais mettre la même donnée partout. Ce qui n'est pas nécessairement le cas là, dans une situation réelle. Et finalement, l'utilité attendue. Donc, l'utilité attendue de l'actif informationnel. Donc, encore ici, il s'agit du même, parce que c'est dans un contexte de projet, du même actif informationnel, mais dans une situation réelle, évidemment, les scénarios qu'on évalue, qu'on en ait 10 ou plus, ces scénarios-là ne sont pas nécessairement par rapport au même actif informationnel. Donc voilà, on a l'estimé du risque. Donc juste vous faire remarquer la formule qui est utilisée dans l'évaluation du risque. Donc dans ce cas-ci, c'est la probabilité que l'aléa se réalise, multipliée par l'existence de la vulnérabilité, multiplié par la probabilité que l'aléa exploite la vulnérabilité, et finalement multiplié par les dommages estimés, dans le cas du risque estimé, divisé par la résilience organisationnelle. On était multiplié aussi par l'utilité attendue du scénario. Donc, ce qui nous donne le risque estimé. Dans le cadre du risque maximal, c'est essentiellement la même formule, mais on utilise le dommage maximal. Et finalement, pour le risque toléré, c'est en fonction de l'appétence au risque, donc l'appétence au risque de l'organisation telle qu'elle a été déterminée par le comité de gouvernance. Et finalement, on utilise ici un facteur pour augmenter, comme le fait qu'on multiplie toutes les décimales partout. Bien, le facteur nous permet d'avoir un chiffre qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on s'attend de voir. Donc, ça devient plus facile de comprendre les résultats. Donc, le facteur, c'est vraiment une variable qui nous permet de faciliter la compréhension des participants. Donc, si on regarde si ça fonctionne bien, bien, si j'augmente ici la probabilité de réalisation de l'aléa, effectivement, ça vient augmenter le risque, donc ça fonctionne. Si j'augmente la probabilité que l'aléa exploite la vulnérabilité, ça augmente le risque, donc voilà, donc on voit que ça fonctionne. Si je diminue ici le risque, le dommage estimé, le risque a diminué, donc si je laisse encore 0,2, on est passé de 72 à 48. Donc ça a affecté le risque estimé. Si je viens diminuer par exemple le dommage maximal, et voilà, le risque maximal a changé. Si maintenant je viens changer l'appétence, donc par exemple, actuellement, j'ai une propension au risque, c'est-à-dire que le risque que je peux tolérer est plus élevé, je vais mettre une valeur moyenne et 0,5, à ce moment-là, le risque toléré a diminué. Si je crée une situation donc d'aversion au risque, voilà, le risque toléré, il a diminué. Donc, excellent. Je vais le remettre à 0,5, c'est-à-dire au milieu de l'échelle, neutralité.
Et je vais regarder ici donc les résultats. Dans le cas de la scénario 1, Z001, mon risque estimé est de 48, donc dans le scénario dans la version la plus probable du scénario. Mon risque maximal est de 120, mon risque toléré est de 120, c'est-à-dire que mon risque toléré, donc, il est égal au risque maximal. Donc, dans ce cas-ci, normalement, ma décision devrait probablement être d'accepter le risque. Dans le cas du deuxième, mon risque estimé est de 64, mon risque maximal est de 128, mon risque toléré est de 80. À ce moment-ci, je devrais avoir, pour ce scénario-là, je devrais donc réfléchir à la possibilité de mitiger certains des risques en fonction des différents facteurs. Donc, je vais avoir un petit peu plus de recherche à faire avant de prendre une décision sur ce risque-là. Donc, voilà ici, donc j'ai calculé mon indicateur de risque et c'est important de comprendre qu'il s'agit bien d'un indicateur de risque qui va me permettre de comparer le risque associé à chacun des 10 scénarios que j'ai ici. Ce n'est évidemment pas une valeur absolue du risque, c'est-à-dire que, par exemple, mon risque estimé de 48, c'est-à-dire mon indicateur de risque est 48. Ça ne veut pas dire que mon risque lui-même, il est de 48 $ ou de 48 000 $ ou de 48 millions de dollars, mais c'est bien un indicateur de risque, donc, qui est de 48. Donc, voilà comment j'utilise le chiffrier ici pour évaluer mon indicateur de risque avec le chiffrier standard, donc, qui vous est fourni, avec les risques génériques et avec les indicateurs de risque clés, c'est-à-dire les KRI génériques, tels qu'on les utilise dans le cours. Dans une situation réelle d'entreprise, on va toujours évidemment chercher à privilégier les données probantes, mais en l'absence de données probantes, on va utiliser des indicateurs qualitatifs pour construire notre analyse de risque, mais en se rappelant donc qu'on fonctionne toujours avec des indicateurs et qu'il s'agit d'indicateurs de risque génériques, donc ici qui ont été établis à partir de mon cadre théorique. Dans un contexte d'entreprise, évidemment, on va devoir les adapter à la réalité de l'organisation.